Ciao YouTube, bienvenue dans cette session de maîtrise. Aujourd'hui on va parler du stress, on va voir comment accueillir le stress, comment le gérer. On va s'intéresser également au mécanisme du stress, à son fonctionnement et donc à son origine. Et également un nouvel apport neuroscientifique concernant le stress. Le problème avec le stress, c'est qu'on ne nous a jamais livré un mode d'emploi sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment le gérer. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Contrairement à d'autres vidéos YouTube qui vous disent simplement voilà le stress, comment le gérer, respirer, etc. et tout, je pense que la meilleure des manières est de conscientiser réellement ce qu'est le stress. Et pour conscientiser quelque chose, il faut s'y intéresser et le comprendre. Très souvent, 90% des cas en tout cas, lorsque nous stressons, lorsque nous sommes face à des situations que l'on qualifie de stressantes, ces raisons sont purement imaginaires. C'est-à-dire qu'il y a une erreur de base dans notre cerveau. Comme je vous ai dit, on va parler neurosciences et on va faire la distinction première entre ce qu'est le cerveau et ce qu'est la conscience. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas la même chose? Pas du tout. Aujourd'hui, on sait grâce à les travaux d'un autre Melvin Morse et également d'autres apports neuroscientifiques et d'autres chercheurs en neurosciences, la conclusion est qu'en fait aujourd'hui globalement, le cerveau ne fabrique pas la conscience. Donc la conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience est donc comparée ou pourrait être comparée à comme une boule de lumière qui se trouve à l'intérieur de notre cerveau, dans une région très précise, et c'est tout l'objet en fait de cette vidéo, c'est conscientiser ce stress qui pour certains peut être en fait un danger. En parlant de danger, aujourd'hui, les dangers de mort ont quasiment tous disparu. Pourquoi je vous parle de danger de mort? Parce qu'une des raisons principales du stress, et pourquoi l'être humain et même les animaux, eux, stressent, c'est simplement un mécanisme de survie. Donc aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, 90% des chances de mourir ont disparu, ont quasi disparu. Donc comme je l'ai dit, on va s'intéresser au cerveau triunique et à la conscience. Et également, je vais vous donner des outils que je partage avec mes clients en coaching, qui sont des outils de gestion neuro-émotionnelle. Parce que qui dit stress dit également un problème avec les émotions. Retenez bien cette phrase. Le stress n'est pas généré donc par le danger, mais par une mauvaise utilisation de nos modes mentaux. Car oui, qui dit cerveau dit également modes mentaux, en tout cas on a plusieurs modes mentaux. Donc pour pouvoir comprendre le stress, il faut comprendre le mécanisme, le fonctionnement et la raison propre du stress. Lorsque nous stressons, comme je l'ai dit, 90% des cas ce sont pour des causes imaginaires, mais pour des causes qui, historiquement, nous ont été très utiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, littéralement, lorsque nous stressons, nous avons peut-être les mains qui tremblent, nous avons des sueurs froides, nous avons les mains froides, nous avons le cœur qui s'accélère, nous avons également des tremblements, nous pouvons avoir plusieurs sortes de contractions même musculaires. Globalement, lorsque vous stressez, c'est une réaction chimique de beaucoup de choses dans votre cerveau et dans votre corps. Le stress, dans sa nature, est quelque chose de positif à l'origine. Ce qui fait que l'on stresse est en fait un mode automatique que notre corps et notre cerveau a adopté pour la survie, mais qui n'est plus donc adapté. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser pour comprendre le stress, comment ça se passe dans notre cerveau. Cerveau triunique, donc trois parties du cerveau, uniques dans le sens qu'elles correspondent les unes avec les autres. C'est parti, cerveau triunique. La première partie du cerveau, qui est impactée lorsque nous stressons, est la partie reptilienne. La partie reptilienne, donc le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui lui s'occupe des mécanismes de survie, des fonctions organiques, des pulsions animales, des pulsions de vie et donc de survie. Le deuxième cerveau qui est apparu est le cerveau limbique ou paléomammalien. C'est le cerveau qui s'occupe donc des émotions, des désirs, de l'instinct de groupe, des souvenirs, ce que l'on a en fait expérimenté tout au cours de notre vie. C'est également le cerveau qui contient notre conscience. Comme je vous ai dit en début de vidéo, notre conscience pourrait être une sphère de lumière qui se trouve dans une région donc très précise qui est la partie limbique. Les dernières recherches en neurosciences nous parlent également d'une partie très intéressante qui, elle, se trouve dans ce cerveau limbique, mais qu'on appelle paléolimbique. En quelque sorte, c'est le cerveau qui gère les rapports de force et les positionnements hiérarchiques au sein d'un groupe. C'est un peu le cerveau, la zone du cerveau qui agit comme en tâche de fond de manière constante. Le troisième cerveau, sur lequel on va porter notre attention maintenant, est le néocortex ou cortex préfrontal. C'est le cerveau, la partie du cerveau qui s'occupe de la réflexion, de la pensée, c'est le cerveau rationnel. C'est étonnamment également le cerveau qui s'occupe de générer le calme et la sérénité. Lorsque l'on stresse, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? En fait, comme je vous ai dit, dans la partie limbique, c'est là où siège notre conscience.
Donc, il y a une réaction de notre cerveau, premièrement, dans une situation stressante, qui va impacter directement le cerveau reptilien, donc ce premier cerveau qu'on a pu voir, c'est les réactions de survie. D'où des fois, dans des situations de la vie de tous les jours, où on a l'impression littéralement qu'on va crever, qu'on va devoir partir, qu'on va devoir se casser, parce que c'est notre cerveau reptilien qui a chopé un message. Quand le cerveau reptilien chope ce message, il va directement le communiquer au cerveau limbique. Ce cerveau limbique, comme on vient de le voir, il contient donc la conscience. Le problème, c'est que ce cerveau limbique n'est pas le plus intelligent. Donc oui, vous m'avez bien entendu, ce avec quoi on raisonne aujourd'hui n'est pas le cerveau le plus intelligent. Comme je vous ai dit au début, le stress n'est pas généré par le danger, mais par une mauvaise utilisation de nos modes mentaux. C'est-à-dire que le stress en lui-même, certes, il nous est utile, parce qu'on ne vit plus aujourd'hui en craignant d'être tué tout de suite comme à l'époque, mais le stress, il faut comprendre que c'est une réaction purement automatique de notre corps. On ne peut pas lutter contre, il faut donc l'accueillir. Donc pourquoi, vous allez me dire, mais c'est super intéressant comme contenu ou pas, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on stresse? Donc on a parlé d'un message un peu de danger qui n'en est pas réellement, donc qui atteint le cerveau reptilien, qui va ensuite communiquer avec le cerveau limbique, là où siègent nos émotions, notre conscience, et c'est pas le cerveau le plus intelligent. Le cerveau le plus intelligent, qui est tout aussi rapide que les autres, mais qui est le plus intelligent, qui nous apporte de la réflexion, c'est donc le néocortex. Donc globalement, pour résumer de la neuroscience de manière très simple, ce qui fait que nous stressons, c'est une mauvaise communication entre ces trois parties du cerveau. C'est-à-dire que lorsque le cerveau reptilien reçoit un message qu'il communique directement au cerveau limbique, le cerveau limbique, lui, panique, dû en fait à nos émotions, à notre expérience de vie, et donc à notre conscience, cette boule de sphère énergie, comme vous voulez, qui nous est propre à chacun. Et donc, malheureusement, ces trois parties ont besoin de temps pour communiquer. Et c'est ce qui se passe lorsque le néocortex, lui qui est le siège de la réflexion, essaie de communiquer avec le limbique. Théoriquement, c'est-à-dire qu'en fait, les deux n'arrivent pas à dialoguer ensemble. Et on va voir aujourd'hui comment gérer ce stress, comment l'accueillir. Avant de vous dévoiler les outils de gestion neuro-émotionnelle pour pouvoir donc passer d'un mode automatique à un mode mental préfrontal, j'ai une petite liste de questions à vous poser, tout simplement pour déjà modifier votre rapport au stress. Ces questions, elles sont très précises et elles ont été testées sous IRM pour voir réellement l'influence que cette conscience ou ce questionnement a sur notre cerveau. Donc c'est des questions très importantes et on va commencer par la première. Concernant le stress toujours, comment apparaît-il le plus souvent chez vous? Comment se manifeste-t-il? Comment vous comportez-vous lorsqu'il est présent? L'élément déclencheur. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes stressé? Est-ce que c'est de la colère, de l'impuissance, du trac, de la peur? Que pensez-vous des personnes stressées? Et la dernière question est, que ressentez-vous au contraire lorsque vous êtes calme? Que ressentez-vous au contraire lorsque vous êtes calme? Donc le but de ces outils que je vais vous partager, comme je vous ai dit, le stress n'est pas généré par le danger, mais par une mauvaise utilisation de nos modes mentaux. Mais lesquels? En fait, lorsque nous sommes en cerveau limbique, nous sommes en cerveau dit automatique, nous sommes en mode automatique. Le problème, c'est que ce cerveau limbique, ce mode automatique n'est pas le cerveau le plus intelligent pour pouvoir gérer le stress. Nous, ce que l'on veut, c'est basculer en mode préfrontal. Donc raisonner avec le cerveau qui génère lui la réflexion, la pensée et le calme. Ce sont des outils qui en fait globalement sont simples, qui méritent d'être mis en place dès maintenant lors de situations stressantes. On va aller par ordre, on va dire, de simplicité. On va commencer par l'outil le plus simple et on va aller vers le plus complexe, ou plutôt l'outil que j'utilise dans des cas bien spécifiques. Donc bien évidemment, lorsqu'on est en situation de stress, les règles de base s'appliquent, bien sûr respirer, souffler, etc. et tout. Mais ça ne suffit pas. Donc on a pu voir ce qu'est le stress, on a pu voir que c'est une erreur de communication entre les trois parties du cerveau triunique, donc le cerveau reptilien, limbique, néocortex, et avec ces outils, et le tout premier outil que je vous partage maintenant, on va pouvoir faire de la gestion neuro-émotionnelle. Le premier outil que j'utilise,
quotidiennement, c'est l'échelle des modes mentaux. Vous allez dessiner une échelle horizontale de 1 à 9. 1 étant le degré de stress le plus haut, vous avez bien entendu, 1 étant le degré de stress le plus haut, et 9 étant le degré de sérénité le plus haut. Donc, échelle des modes mentaux, la première échelle se nomme stress-sérénité. Alors en tant que coach, je n'aime pas le pourquoi, mais dans ces situations, on va se poser cette question. Donc on dessine cette échelle 1 à 9, stress-sérénité, et la première question qu'on se pose avant de remplir quoi que ce soit sur cette échelle, c'est pourquoi je stresse? On va conscientiser son stress, et étonnamment, au lieu de s'intéresser à cette échelle, donc stress-anxiété, on va d'abord s'intéresser à noter sur cette échelle à quel degré de sérénité on est. Donc ça pousse le cerveau à communiquer d'une manière différente, donc le néocortex à communiquer d'une manière différente avec le cerveau limbique. Faisons un exemple. Imaginons que donc vous dessinez cette échelle stress-anxiété de 1 à 9, vous vous posez la question mais pourquoi je stresse et à quel niveau de sérénité je suis maintenant ici, et je me rends compte, je ne suis pas très serein, je suis quand même stressé, je suis à 2. Le but étant, par du questionnement et en faisant en fait une pause, en mettant un break à nos pensées, à nos situations, peut-être même en fermant les yeux, le but est de se rapprocher en tout cas vers le 5, dans cette échelle stress-sérénité. Donc de ne rien lâcher jusqu'à en fait pouvoir être au niveau 5. Ensuite, des fois le stress n'est pas forcément du stress. Donc cette échelle peut aussi avoir d'autres noms, où vous pouvez dessiner des échelles horizontales avec d'autres noms. Ça peut être une échelle anxiété-sérénité, ça peut être une échelle routine, curiosité, refus, acceptation, certitude, relativité, image sociale ou propre avis. En fait, en utilisant cet outil, on permet de diminuer le stress, en tout cas de le conscientiser. En se posant la question au début, pourquoi je stresse? Simplement, on va pouvoir nommer les choses. C'était pas forcément du stress, ça aurait pu être de l'anxiété. Et en balançant sur cette échelle, en retrouvant de l'équilibre sur cette échelle, c'est un outil qui permet simplement de baisser le stress. Le deuxième outil que j'aime partager avec mes clients, c'est également un outil qui peut vous être très utile lors de la fixation d'objectifs. C'est-à-dire que c'est un outil très simple qui va pouvoir également permettre de conscientiser le stress que vous pouvez ressentir lors d'une mise en place d'une nouvelle habitude, d'un objectif, peu importe. Donc ce deuxième outil se nomme la pyramide d'efficience. Vous allez simplement dessiner une première pyramide où vous allez la séparer en 3 et à la base, vous allez nommer l'exigence du moment. Le but, l'objectif, peu importe. Juste au-dessus, vous allez plutôt citer, vous allez plutôt penser aux moyens que vous avez à disposition dans malheureusement ces situations stressantes de mise en place d'objectifs, de routine. Vous allez lister les moyens que vous avez mis à disposition. Et ensuite, juste en haut, vous avez en fait l'action. Quelle première action je peux poser dès maintenant pour atteindre. Mais vous n'allez pas le faire. Vous allez dessiner une autre pyramide juste à côté. Pourquoi? Ce qui va créer du stress globalement lors de la mise en place d'objectifs, c'est qu'on est totalement focus sur l'exigence, sur le résultat final. Et ça, le cerveau, lui, n'est pas apte tout de suite à anticiper le changement. Donc là, je vous invite à créer une deuxième pyramide à côté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut se fixer des objectifs, malheureusement, notre cerveau, lui, n'est pas prêt à être dans le bon mode mental. Il est dans le mode en fait automatique, et ce qu'on veut, nous, c'est passer en mode préfrontal. Donc, ce que vous allez inverser, c'est que dans la deuxième pyramide que vous dessinez juste à côté, à la base, vous n'allez pas mettre les exigences du moment, mais les moyens mis à disposition. Et vous allez augmenter les moyens mis à disposition pour ensuite vous refocaliser sur l'exigence ou le but du moment, l'objectif, pour ensuite passer à l'action. C'est également un outil qui est très très utile en entreprise lorsqu'on a des tâches ou des exigences assez précises concernant des missions urgentes. Et que des fois, par mille et une chemins, on ne sait plus où donner de la tête, peu importe. Ça permet de revenir ici et maintenant et de pouvoir conscientiser donc ce stress. Donc de pouvoir changer de mode mental en n'étant plus en mode automatique mais en étant en mode préfrontal. Le troisième outil que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'outil pour moi qui est le plus puissant. En tout cas, c'est celui qui permet d'anticiper toute situation stressante, ou plutôt de se préparer à un stress éventuel. Donc de passer de l'inconnu au connu. Donc de passer d'un mode automatique à un mode mental préfrontal où il y a justement la réflexion. Cet outil, on le nomme pack valeur-antivaleur.
Donc grâce à ce mode préfrontal qu'on va activer, ce mode préfrontal, on va se confronter volontairement à l'échec. Comment? Tout simplement avec des questions, comme je vous ai dit, de conscientiser, de dialoguer entre ces trois parties du cerveau pour faire en sorte que notre conscience, notre expérience de vie, nos émotions, elles, puissent avoir un échange beaucoup plus écologique, on pourrait dire, entre elles, entre les parties reptiliennes, limbiques et neurocortex. Et c'est un outil très simple qui se déroule de nouveau sous forme de questions qui seront en description. Et les questions sont les suivantes. Si le pire se produit, comment calmement l'anticiper? Si le pire se produit, comment calmement l'anticiper? La deuxième question, comment pourrais-je faire pour éviter d'en subir les conséquences? Comment pourrais-je faire pour éviter d'en subir les conséquences? La troisième question, quel avantage un échec éventuel pourrait-il avoir? Quel avantage un échec éventuel pourrait-il avoir? Et la dernière question, quelle est la part de chance et de responsabilité personnelle dans tout ça? Quelle est la part de chance et de responsabilité personnelle dans tout ça? Donc rappelez-vous, ce sont des outils de gestion neuro-émotionnelle, donc ce sont des outils qui permettent de conscientiser le stress, c'est-à-dire de pouvoir passer d'un mode automatique, c'est-à-dire d'un mode limbique, là où siègent nos émotions, le désir, l'instinct de groupe, nos souvenirs, nos réflexes automatiques de stress. Donc ces outils permettent de passer donc au mode mental préfrontal, donc néocortex, là où siège la réflexion, la pensée. C'est-à-dire qu'on va créer de nouveaux sillons neuronaux, c'est-à-dire de nouvelles communications entre ces trois parties du cerveau, reptilien, limbique et néocortex, ce qui permettra ensuite de pouvoir anticiper et même gérer sur le moment le stress. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Également de mettre en commentaire lequel de ces trois outils vous ont permis de simplement gérer votre stress au quotidien. Également n'oubliez pas lors de situations stressantes, les premiers réflexes, et je ne l'ai peut-être pas dit, c'est simplement de prendre une grande respiration des fois et choisir en fait juste après lequel des trois outils vous avez envie de mettre en place. Ciao YouTube, à tout bientôt pour une nouvelle session de maîtrise.